Bonjour, je vous remercie à tous d'être venus. Alors moi, je représente le syndicat des avocats de France. Je m'appelle Lucie Davy, je suis avocate au barreau de Lyon et je suis en instance de demander mon inscription au barreau secondaire à Saint-Étienne. Donc ça devrait être fait dans les semaines qui viennent. Le syndicat des avocats de France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndicat d'avocats qui a été créé en 1974 et qui, outre protéger l'intérêt de la profession des avocats, a l'objectif de défendre la justice sociale, l'accès aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux, et l'accès à une justice pour tous. Et donc, il semblait important pour le syndicat des avocats de France d'organiser cette réunion publique sur un accès aux droits en cas d'interpellation, de placement en garde à vue et de comparution immédiate, dans le cadre de la grève dure qui touche les avocats depuis une dizaine de jours contre la réforme des retraites, puisque vous savez que dans le cadre de cette grève dure, plus aucune désignation n'est donnée par le bâtonnier en cas de garde à vue et de comparution immédiate. Donc le justiciable n'est plus assisté d'un avocat depuis 10 jours et ça va encore durer un certain nombre de temps, je l'espère, le temps que cette réforme de la retraite ne nous concerne plus. Je passe la parole à mon confrère de Saint-Étienne qui pourra vous préciser davantage les modalités de grève du barreau de Saint-Étienne et se présenter. Oui, pardon. Bonjour, Julien Ray, je suis président de la commission des droits de l'homme et du droit pénal à Saint-Étienne en tant que membre du Conseil de l'ordre. C'est à ce titre que j'interviens ici aujourd'hui. Je ne suis pas membre du SAF, d'accord, du syndicat, je ne suis pas syndiqué, mais en tant que président de la commission droits de l'homme, il me semble important d'intervenir ici parce que, en effet, comme le disait mon confrère, depuis 10 jours, nous ne désignons plus un seul avocat, ni en garde à vue, ni en comparution immédiate, ni devant aucune juridiction. Donc forcément, c'est le justiciable qui pâtit de cette situation, et c'est pour ça que je souhaitais intervenir pour qu'on donne des outils et que vous puissiez relayer certains outils qui peuvent vous être utiles dans le cadre de vos actions, parce que en effet, vous n'aurez pas le soutien d'un avocat derrière, en tout cas pas pendant cette période. Dans le cadre des manifestations, pour l'instant, les manifestations sur la retraite se sont relativement bien passées à Saint-Étienne. Il n'y a pas eu de nombreuses difficultés. On a eu beaucoup moins de difficultés qu'il y avait eu avec les Gilets jaunes, d'accord, où on a eu jusqu'à 25 gardes à vue dans la soirée, ce qui est colossal. D'habitude, on tourne toujours à 2, 3, 4 gardes à vue maximum par soir. N'oubliez pas que dans une manifestation, l'arsenal répressif est extrêmement développé et extrêmement important. Tout ce qui peut constituer une arme est une infraction en soi. Vous avez un petit couteau dans la poche, vous avez une boule de pétanque, vous avez une batte, vous avez une balle de télescopique, vous avez une bombe lacrymogène, vous avez des éléments, ce sont des armes par destination, vous n'avez pas le droit d'en avoir la possession, et encore moins autour d'une manifestation. On a bien vu qu'à partir du moment où vous approchiez d'une manifestation et que vous aviez ces éléments-là dans vos sacs ou sur vous, vous pouviez être poursuivi pour la détention ou le port d'armes illégales. La législation sur les armes est extrêmement complexe, d'accord. Elle nécessite même une brigade spécialisée à Saint-Étienne, ce qui fait que beaucoup d'éléments peuvent être considérés comme une arme, d'accord. Une petite règle en fer un peu trop longue est une arme. D'accord, selon la catégorie. Le petit couteau suisse que vous avez ou le petit couteau de poche que vous avez est une arme. D'accord, la corde, ça se discute. D'accord, mais après, ça peut être une arme par destination. Vous avez ce qui est une arme et puis vous avez l'arme par destination. Vous prenez une pantoufle, vous l'envoyez à la figure de quelqu'un, c'est une arme par destination. Vous prenez votre petite pelote de corde, vous me la lancez à la figure ou vous faites comme ça. En effet, ça peut être soit une arme par destination, soit l'objet qui permet la menace d'un crime ou d'un délit contre un fonctionnaire de police. D'accord, donc si vous faites ça, vous prenez votre corde, vous la mettez autour du cou et vous regardez bien le fonctionnaire de police, vous êtes sur la menace avec l'image
de la corde. Donc il y a un arsenal répressif à disposition des forces de l'ordre et de la justice qui est extrêmement important. C'est pour ça que quand vous allez en manifestation, soyez vigilants et en tout cas, soyez bien prévenus que c'est possible. D'accord ? Concernant les contrôles d'identité, les policiers, il y a deux possibilités de contrôle d'identité. Il y a les contrôles d'identité sur les contrôles, ce qu'on appelle, nous, des contrôles de police judiciaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un soupçon, et c'est très très large, hein, d'accord, un soupçon de la commission d'une infraction, ils peuvent vous contrôler. Contrôle d'identité, ça veut dire que vous devez avoir une pièce d'identité sur vous. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, ils n'hésiteront pas à vous emmener au commissariat parce qu'ils peuvent, et ils peuvent vous retenir 4 heures. D'accord ? Pour vérifier. Alors, normalement, c'est le temps strictement nécessaire à la vérification de votre identité. Bien évidemment, ils prendront tout leur temps, ils ne doivent pas dépasser 4 heures, mais attention quand même. Donc, ayez toujours vos papiers d'identité. Donc, ils peuvent vous contrôler l'identité à partir du moment où il y a un soupçon d'avoir commis une infraction. Vous dissimulez le visage, vous portez un sac, il y a une manifestation, vous criez un peu fort, vous levez le poing, vous sortez votre corde, etc., etc. D'accord ? De toute façon, le contrôle, il se fera a posteriori. C'est-à-dire que sur place, vous ne pouvez pas dire aux policiers « Non, non, vous ne me contrôlez pas, vous n'avez aucun motif de contrôle. » D'accord ? Vous devez être contrôlé. Et après, éventuellement, c'est un contrôle qui se conteste. Donc, vous devez avoir votre pièce d'identité, répondre au contrôle, d'accord ? Et éviter, parce que la grande spécialité des policiers, c'est l'outrage. D'accord ? Eh bien oui, cracher sur un policier, déchirer son PV, déchirer un procès-verbal de policier est un outrage. D'accord ? Donc, faites bien attention, l'outrage est très facile et ils peuvent le dégainer très facilement. D'accord ? Donc ça, c'est le premier contrôle d'identité. Après, vous avez les contrôles d'identité liés aux manifestations. Ça, c'est possible. Là, il n'y a aucun motif. On contrôle à la tête du client. D'accord ? Ils ont généralement une réquisition du procureur de la République qui est limitée à 24 heures sur un lieu donné et pour des raisons qui sont motivées par le parquet. D'accord ? Ils peuvent, par contre, contrôler tout le monde. Aucun contrôle, pas de difficulté. Là aussi, vous devez pouvoir à tout moment justifier de votre identité. Donc, un seul conseil, vous êtes en manif, vous avez un contrôle, vous avez une pièce d'identité, et surtout, vous vous taisez. D'accord ? Inutile de discuter sur le contrôle, c'est des nids à outrage. D'accord ? Après, vous faites bien comme vous voulez, encore une fois. Moi, je suis là pour vous donner un conseil juridique, encore une fois. D'accord ? Lors du contrôle d'identité, s'ils soupçonnent que vous avez commis une infraction, ils peuvent faire ce qu'on appelle une palpation de sécurité. Une palpation de sécurité n'est pas une fouille. D'accord ? Ils ne peuvent pas faire une fouille à corps, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur votre sac, etc. D'accord ? Ils peuvent faire une fouille. S'ils estiment que vous avez fait une infraction, si la palpation de sécurité éventuellement donne un élément, dans ce cas-là, ils peuvent passer à ce qu'on appelle la perquisition. Et la perquisition, ça peut être la fouille de votre sac, la fouille à corps. La fouille doit toujours être réalisée par quelqu'un du même sexe. D'accord ? Donc, mesdames, ne vous faites pas fouiller par un homme. On est bien clair. Alors ça, c'est pas dans le code de procédure, hein, c'est dans le code de déontologie des policiers. D'accord ? Mais bon, je ne pense pas que vous avez affaire beaucoup aux gendarmes ici. Ils sont rarement à Saint-Étienne, les gendarmes. Les menottes. Alors, les menottes. Pareil. Les policiers, à partir du moment où ils veulent vous interpeller. Alors, sur un contrôle d'identité, ils n'ont pas à vous interpeller. S'ils veulent vérifier votre identité, ce n'est pas une interpellation. D'accord ? Ce n'est pas une mesure coercitive. Par contre, ils peuvent vous emmener au commissariat pour vérifier votre identité. Vous n'avez pas à être menotté. D'accord ? Par contre, si ils vous soupçonnent d'avoir commis une infraction, un outrage, une dégradation, je ne sais quoi, d'accord ? Dans ce cas-là, à partir du moment où l'infraction elle est flagrante, non seulement ils peuvent vous fouiller, d'accord ? Ils peuvent vous menotter s'ils estiment qu'ils sont en danger, ou si vous représentez une menace pour la sécurité de leur équipage ou la sécurité pour vous-même. D'accord ? À partir du moment où vous êtes menotté, 802, je crois, du Code de procédure pénale, 803. 803. À partir du moment où vous êtes menotté,
de toute façon, vous êtes sous contrainte. Si vous êtes sous contrainte, vous êtes amené au commissariat. Et là, si vous êtes emmené sous contrainte, vous êtes forcément placé en garde à vue. Vous ne pouvez pas être auditionné d'une autre manière que placé en garde à vue. À partir du moment où vous avez eu les menottes, faites attention, les menottes, plus vous essayez de vous desserrer, plus elles se serrent. Les menottes, c'est très souvent à ce moment-là qu'intervient l'outrage. Je vous le dis par expérience juridique. L'outrage intervient au moment du menottage. Pourquoi ? Le menottage fait mal. Il fait extrêmement mal. D'accord ? Donc, si les outrages ils partent là, si vous n'arrivez pas à les retenir, voilà. Mais en tout cas, sachez-le, c'est à ce moment-là que les outrages y partent. Parce que vous allez, généralement, le menottage fait mal. Déjà, on va vous mettre les mains dans le dos. Vous avez tous vu celui qui s'est fait menotter et qui en est mort. D'accord ? On vous plaque au sol et on vient vous tordre les bras pour vous les mettre dans le dos. Faites attention à ce moment-là de l'outrage. Si vous avez une difficulté médicale, essayez de le dire à ce moment-là. D'accord ? Très souvent, malheureusement, ils en ont un peu strictement rien à faire. Mais en tout cas, essayez de le dire. J'ai un problème de poignet, j'ai un problème de dos, de coude, d'épaule, etc. D'accord ? Faites attention, c'est à ce moment-là que part l'outrage. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'ils arriveront le plus facilement à vous coller un outrage qui n'existe peut-être pas forcément ou qu'ils ont entendu sur d'autres personnes, mais pas de vous. D'accord ? Donc faites bien attention quand même à ce moment-là. C'est toujours un moment délicat de l'intervention. Quand vous êtes amené au commissariat de police, si vous êtes amené menotté, obligation de vous placer en garde à vue. Vous ne pouvez pas être entendu sous le statut de témoin. D'accord ? Je peux juste compléter un truc ? Avant de passer à la garde à vue, je voulais juste compléter sur la vérification d'identité après le contrôle d'identité. Si vous n'êtes pas en possession d'une pièce d'identité, c'est que si vous refusez de collaborer avec les officiers de police judiciaire au commissariat, on peut vous demander de prendre vos empreintes digitales et d'être photographié pour pouvoir vérifier votre identité. Si vous refusez à ce moment-là cette prise de photographie ou que vos empreintes digitales soient prises, vous risquez une peine d'emprisonnement de 3 mois et 3 750 € d'amende, en sachant que ces empreintes digitales et cette photographie doivent être prises seulement sous autorisation du procureur de la République. Mais en cas d'absence de pièce d'identité, en cas de vérification d'identité ou de contrôle d'identité, le risque que vous avez, effectivement, c'est ces empreintes et cette photographie. Sachez aussi qu'à la suite du contrôle d'identité et de la vérification d'identité, il n'y a aucune poursuite, aucune enquête qui est diligentée par le parquet. Le procès verbal de vérification d'identité devra être détruit et ne pourra pas être gardé dans les fichiers dans un délai de 6 mois. Après, à partir du moment où vous êtes entendu par les policiers, vous êtes dans les fichiers police-gendarmerie. Et la sortie se fait automatiquement, en effet, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par contre, si vous êtes entendu sur soit comme témoin, alors comme personne contre lesquelles on soupçonne que vous avez commis une infraction, soit de manière libre, audition libre, soit en garde à vue. Dans ce cas-là, vous êtes rentré dans les fichiers police-gendarmerie. Vous pouvez, si jamais il y a un classement sans suite derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite pénale, vous pouvez demander la rectification de ce fichier auprès de la CNIL. D'accord ? C'est important parce que souvent, les policiers, si un jour ils vous reprennent, ils vont vous sortir votre pédigré, c'est-à-dire qu'eux, ils vont regarder le fichier, ils ne vont pas regarder le fichier des condamnations, ils ne l'ont pas, le casier judiciaire, ils ne l'ont pas. Eux, ils n'ont que leur fichier interne, ce qu'on appelait avant le STIC. D'accord ? Ils ont leur fichier interne maintenant qui est commun gendarmerie-police. Et dans ce fichier, si vous avez été entendu une première fois sur une manifestation, par exemple sur un jet de pierre ou je ne sais quoi, et qui vous réentendent 2 ans après, vous êtes toujours dans le fichier. Normalement, ils doivent vous retirer. Mais vous connaissez l'administration, c'est toujours un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est si jamais vous avez été entendu, s'il y a un classement sans suite, vous pouvez écrire à la CNIL pour demander le retrait du fichier, avec la décision de classement ou de relax d'un tribunal. C'est possible.
D'accord, parce que sinon les fichiers, vous pouvez y rester 10 ans, voire 15 ans, ça dépend des... Il y a plusieurs délais, hein. Je les connais pas tous, mais vous avez beaucoup de délais. Mais par principe, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'adresser un courrier à la CNIL pour savoir si on y est inscrit sur un fichier ou pas, parce que c'est possible d'être inscrit sur un fichier sans le savoir. Donc ça, c'est une demande qui peut être faite à la CNIL pour avoir les informations et pour demander, le cas échéant, l'effacement des fichiers. Pardon. Donc le cas échéant, demandez à la CNIL si vous êtes inscrit sur tel et tel fichier, donc vous aurez une réponse de la CNIL qui vous informera de vos inscriptions ou non sur des fichiers, ce qui vous permettra de demander l'effacement de ces inscriptions le cas échéant. Alors, si vous êtes placé en garde à vue, actuellement vous n'avez pas d'avocat. C'est pour ça que je voulais intervenir. Si jamais la grève des avocats s'arrête, bien évidemment, la première chose que vous devez faire quand vous êtes en garde à vue, vous demandez un avocat. Il vous sera fourni gratuitement par l'État. Ne vous inquiétez pas. On a 5 avocats de permanence tous les 24 heures sur 24 qui sont disponibles pour intervenir dans tout l'arrondissement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne. D'accord ? Actuellement, vous en aurez 0. Donc, si la grève des avocats s'arrête, vous demandez un avocat. Et l'avocat, il viendra. Il n'y a pas de petites affaires, il n'y a pas « je suis innocent, je n'ai pas besoin d'avocat ». Il vous faut un avocat quoi qu'il arrive. D'accord ? Il fera ce qu'il pourra, il vous donnera des conseils, et en tout cas, il sera là. Il sera là. Il sera là pour les auditions, il sera là pour vous assister pour les auditions. En l'état de la grève, Saint-Étienne a voté à l'unanimité, ou à une voix peut-être, la poursuite de la grève illimitée. C'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas une nouvelle Assemblée générale qui a levé la grève, on est en grève. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas d'avocat. Vous allez en garde à vue ce soir, vous n'aurez pas d'avocat. D'accord ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les réflexes. Le placement en garde à vue, c'est une décision d'un officier de police judiciaire. Il a prévenu le procureur de la République. D'accord ? Vous ne pouvez pas le contester. C'est incontestable pendant la durée de la garde à vue. La garde à vue, c'est 24 heures, renouvelable une fois. On peut monter jusqu'à 48 heures dans certaines conditions. D'accord ? Bon, on peut monter à 72, 96, mais rarement dans le cadre des manifestations. D'accord ? 24 heures, voire 48 heures. Vous ne pouvez pas contester à ce moment-là. La seule chose à faire, c'est de bien lire, votre procès-verbal de mise en garde à vue, parce que vous allez avoir un procès-verbal de mise en garde à vue, on va vous reprocher des faits. Bien lire ce qu'on vous reproche, l'heure, parce que la date doit être précisée, et le lieu des faits doit vous être précisé. Vous avez le droit à un médecin, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à un interprète si vous ne comprenez pas bien la langue, vous avez le droit également de prévenir quelqu'un. Vous avez même le droit de vous entretenir avec quelqu'un. D'accord ? Ça peut être votre... Oui ? Le document vous le lisez, vous le signez, et vous n'est pas remis. Il reste dans le dossier de la procédure. Oui ? L'officier de police judiciaire marquera que vous avez refusé de signer. C'est tout ? Non. Mais le mieux, c'est de signer, parce que vérifiez bien ça ne vous engage à rien. C'est pas parce qu'on vous a dit « je vous ai mis en garde à vue pour un jet de pierre tel jour, telle heure », vous reconnaissez quoi que ce soit. C'est simplement que vous êtes informé. D'accord ? Après, vous le signez, vous ne signez pas. Si vous mettez « refusé de signer », de toute façon, après, vous avez quasiment pas de recours. Mais si vous le signez, de toute façon, vous avez eu notification simplement de vos droits. Demandez toujours à avoir un médecin. D'accord ? Le médecin de garde à vue, faites attention, si vous êtes blessé, vous lui demandez de bien le noter dans le PV, parce que lui, dans sa réquisition, c'est simplement est-ce que votre état est compatible avec le maintien en garde à vue. Point final. C'est sa réquisition. Donc il a juste à répondre à ces questions. Vous lui faites bien noter, je suis blessé, est-ce que vous pouvez constater les blessures ? Vous avez des médecins qui refuseront de le faire, vous avez des médecins qui accepteront de le faire. D'accord ? Donc c'est extrêmement important, vous demandez toujours un médecin. Même si il y a la grève des avocats, vous demandez un médecin. D'accord ? Vous pouvez faire prévenir quelqu'un, un membre de votre famille, le parquet peut s'y opposer dans certaines conditions, mais là c'est un peu compliqué de s'y opposer. Donc vous pouvez prévenir quelqu'un, vous pouvez même en discuter avec quelqu'un. Oui ? Est-ce que la vue d'un médecin suspend le temps de garde à vue ? Non. Vous êtes 24 heures en garde à vue, pendant ce temps, ils doivent faire toutes leurs démarches. Le délai, il est impératif. Rien ne suspend, rien n'interrompt. Même si vous allez à l'hôpital, le délai de garde à vue n'est pas interrompu
Donc généralement, si vous restez que quelques heures à l'hôpital, ils vous maintiendront en garde à vue et vous serez en chambre de sûreté à l'hôpital Nord. Si l'hospitalisation doit durer un peu plus longtemps, ils vont lever la garde à vue et dès qu'ils pourront, ils vous replaceront en garde à vue derrière. D'accord ? Parce que le délai est impératif sur le délai de 24 heures. Donc vous arrivez en garde à vue, PV... La même chose si c'est un avocat qui intervient. Comment ? La même chose si c'est un avocat. La même chose si c'est un avocat, hein. D'accord ? L'avocat, alors je vous expliquerai après pour l'intervention de l'avocat. Pour l'instant, si vous n'avez pas d'avocat, lisez bien votre PV de garde à vue. Vous avez le droit à un médecin, vous avez le droit à un interprète, vous avez le droit de prévenir quelqu'un et exercez bien ce droit. Relisez bien ce qui est écrit. Relisez toujours, oui. Non, vous n'avez accès à rien et vous n'avez pas le droit de prendre en photo la procédure. De toute façon, la première chose qu'ils vont vous faire, ils vont vous fouiller et ils vont prendre ce qu'on appelle, alors je ne pensais pas rentrer autant dans le détail, mais ils vont vous faire une fouille et ils vont vous enlever tous les objets qu'ils estiment dangereux. Donc de toute façon, ils vont enlever portefeuille, papier d'identité, ceinture, lacets, parfois pour mesdames les soutiens-gorge. Ils vont vous faire enlever également le téléphone, ils vont tout vous enlever pour que vous soyez pas qu'il n'y ait pas de danger pour eux, pour les personnes, et surtout pas de possibilité de prendre de photos et exploiter votre téléphone. Pardon, oui. Et si on n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, qu'est-ce qui se passe ? Alors attendez, pour l'instant on est sur le PV de mise en garde à vue, d'accord ? Que vous soyez d'accord ou pas sur le PV de mise en garde à vue, vous n'avez rien à dire sur le PV de mise en garde à vue. C'est simplement ce qu'il vous reproche et les droits que vous avez dans le cadre de cette garde à vue. Ensuite, vous allez voir votre médecin et ensuite vous serez auditionné par un OPJ ou un APJ, d'accord ? Dans le cadre de cette audition, c'est important, c'est à ce moment-là qu'il faut vous relire, c'est-à-dire qu'à la fin de votre audition, l'OPJ va vous demander de relire et de signer vos déclarations. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit, vous pouvez le faire rectifier par l'officier de police judiciaire. S'il refuse, vous ne signez pas. Et c'est à ce moment-là, c'est important de dire « je refuse de signer ». Parce que là, on a des raisons de fond, si vous voulez, de ne pas signer ce PV. D'accord ? Ça dépend sur quel OPJ vous allez tomber. C'est rare qu'on ait des OPJ qui font des difficultés, mais ça arrive. D'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord sur la formulation, si c'est pas ce que vous avez dit, ou c'est pas ce que vous avez voulu dire, vous faites rectifier. Il ne veut pas rectifier, vous ne signez pas votre PV. D'accord ? C'est extrêmement important de relire. Prenez votre temps, il a le temps, il est obligé de vous faire relire. Donc la signature atteste de ce que vous avez écrit. De ce que vous avez écrit, de ce que vous avez dit. Elle n'atteste pas des questions du policier, hein, on est bien d'accord. Ça atteste uniquement de vos réponses. C'est pour ça que la réponse est importante. Et là, bien évidemment, vous n'aurez pas d'avocat pour vous aider et vous n'aurez pas d'entretien avec un avocat. Donc, moi, mon conseil, en garde à vue, il est important, vous écoutez bien la question, ne cherchez pas à répondre à des questions par des questions, c'est toujours très mauvais, et surtout, on donne toujours des informations qu'on ne veut pas donner, ou qu'on ne voudrait pas, ou qu'il ne faudrait pas donner. Et faites des réponses courtes. Plus on fait une réponse longue, plus on donne le bâton pour se faire battre. Ou on ne répond pas. Vous avez le droit de vous taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations. Vous pouvez vous taire. La garde à vue sera juste un peu plus longue. Voilà. Après, il faut juste tenir le temps de la garde à vue. C'est 24 heures renouvelable une fois. D'accord ? Mais vous pouvez vous taire. C'est un droit. Et ils doivent vous le signaler à chaque fois que vous allez faire une audition. Il vous dit, vous avez le droit de vous taire ou de répondre à mes questions. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous pouvez dire, je refuse de répondre ou je veux répondre à vos questions. Vous pouvez répondre aux questions, au bout d'un moment, vous pouvez dire, finalement, je vais prendre le droit de me taire. D'accord ? Tout est possible. On ne peut pas vous le reprocher. Alors même si en France, vous verrez, on vous le reprochera derrière, hein, très, très clairement. Ah, si vous êtes tué, c'est que vous aviez quelque chose à vous reprocher. On n'a pas encore cette culture du vrai droit de se taire en France. D'accord ? À l'issue de la garde à vue, vous allez signer un PV de fin de garde à vue. Pareil, vous vérifierez ce qu'on va vous restituer. Toute votre fouille va vous être restituée. Sauf éventuellement si on a saisi des armes. Oui. Excusez-moi, vous dites que si on se tait, la garde à vue sera prolongée, mais c'est un motif de prolongation. Non, c'est pas un motif de prolongation. Généralement, quand on se tait, soit alors c'est toujours un peu complexe, mais
vous avez soit les motifs de garde à vue nécessitent une enquête plus approfondie, et dans ce cas-là, ils n'hésiteront pas à vous dire bah, « Monsieur, vous allez rester 24 heures de plus avec nous, parce qu'on a d'autres investigations à faire ». Tout dépend de ce qu'ils ont à faire, de leur prédisposition et éventuellement du parquet que vous avez en face. Parce qu'ils ne peuvent pas prolonger sans avoir l'autorisation du procureur de la République. Et le procureur de la République, on va pas lui dire bon ben on le prolonge juste pour l'embêter parce que il a voulu se taire, d'accord ? Mais de se taire, c'est une possibilité de défense, d'accord ? En tout cas, essayez de bien comprendre que si on se tait, la garde à vue peut durer un peu plus, très clairement, parce qu'ils voudront faire des investigations complémentaires. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Voilà. On peut être auditionné plusieurs fois pour une garde à vue ? Vous pouvez être auditionné. Non, vous pouvez être auditionné plusieurs fois. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le temps de repos. Vous devez avoir un temps de repos. Le texte ne prévoit pas de durée de repos, mais vous devez avoir un temps de repos suffisant. D'accord ? Pour vous reposer. Oui ? Qu'est-ce qu'il y en est de boire, dormir, manger Vous êtes nourri, logé par la police avec des rations qui ressemblent à à pas grand-chose. Vous êtes un peu mieux traité en gendarmerie. C'est un peu mieux. Voilà. Si la grève des avocats s'arrête, dans ce cas-là, vous aurez accès à un avocat. D'accord ? Donc, au début de la garde à vue, on va vous notifier vos droits. Vous prenez un avocat. Je vous le conseille. De toute façon, il est gratuit. Même si vous estimez que ça ne sert à rien, et parfois vous pouvez estimer que ça ne sert à rien, hein, c'est votre droit, bien évidemment, demandez-le quand même. Il sera gratuit, il viendra vous voir, il est là 24 heures sur 24. Il a un délai d'intervention de 2 heures. Pendant ce délai d'intervention, si vous avez demandé un avocat, les OPJ ne peuvent pas vous entendre. S'ils vous entendent dans le délai de carence de 2 heures, vous pouvez vous taire, et de toute façon, dans ce cas-là, la garde à vue est illégale. D'accord ? Donc, vous attendez, l'avocat viendra, il a un délai de 2 heures pour intervenir, et il interviendra. Et il vous expliquera tous vos droits, et vous assistera lors des auditions. Et l'avocat, vous le demande à l'audition ? Vous pouvez le demander à tout moment. À partir du moment où on vous place en garde à vue, on va vous notifier vos droits sur le PV de notification que je vous expliquais tout à l'heure. Dans ce cas-là, vous pouvez demander l'avocat. Même si vous ne le demandez pas, dès la première audition, vous pouvez dire « je veux un avocat maintenant ». Dans ce cas-là, l'OPJ doit demander un avocat. Par contre, si le délai de carence de 2 heures est passé, c'est-à-dire qu'il vous a placé déjà depuis plus de 2 heures en garde à vue, il peut quand même commencer l'audition. Par contre, quand l'avocat arrivera, c'est à vous, mais bon, je ne pensais pas rentrer autant dans le détail, mais c'est à vous de demander que l'avocat, d'avoir un entretien avec l'avocat. D'accord ? Le texte prévoit que l'individu, à partir du moment où l'avocat arrive en dehors du délai de 2 heures, il est mis fin à l'audition à la demande du gardé à vue pour pouvoir s'entretenir avec son avocat. Et vous avez un entretien de 30 minutes avec votre avocat. Pas plus, et moins si vous voulez, mais vous avez 30 minutes d'entretien. Confidentiel, bien évidemment. À l'issue de la garde à vue, c'est à l'issue de la garde à vue, dans le cadre de manifestations, très souvent, alors, trois possibilités. Première possibilité, le procureur souhaite poursuivre l'enquête. Il vous met en liberté et il poursuit l'enquête en préliminaire, on appelle ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va continuer l'enquête sans vous entendre, peut-être qu'il vous reconvoquera plus tard si il a besoin de vous réentendre ou de faire des investigations. Deuxième possibilité, il va vous remettre une COPJ, c'est-à-dire qu'une convocation par officier de police judiciaire. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire va vous remettre une convocation à une audience, d'accord, avec une date d'audience qui sera assez lointaine. D'accord, à Saint-Étienne, comptez à peu près 6, 7, 8 mois pour avoir une audience. D'accord ? Donc ça, c'est assez fréquent. Ensuite, vous avez la troisième chose, c'est le déferment. C'est-à-dire que vous êtes présenté au tribunal. 2 possibilités, soit vous êtes présenté en comparution immédiate, d'accord, c'est-à-dire que vous êtes jugé le jour même. Donc vous êtes placé en garde à vue. À Saint-Étienne, c'est le mercredi et le vendredi, les audiences de comparution immédiate. Donc vous sortez de garde à vue, vous êtes présenté pour être jugé le jour même. Si vous n'êtes pas jugé le jour même, vous serez présenté à un juge des libertés de la détention qui peut vous placer en détention provisoire à la Talaudière en attendant d'être jugé. Donc soit le mercredi, soit le vendredi. D'accord ? Donc si vous êtes sortez de garde à vue le lundi,
Le lundi, vous ne serez pas jugé, mais vous serez présenté à un juge, d'accord, qui statuera pour savoir si vous restez en détention lundi soir, mardi soir, et vous êtes jugé mercredi. D'accord ? C'est à 13h30, le jugement, soit le mercredi, soit le vendredi. D'accord ? Donc pareil, si vous êtes sorti de garde à vue le jeudi, vous ne pourrez pas être jugé le jeudi même, vous serez jugé le vendredi, en comparution immédiate. D'accord ? Si vous êtes jugé le jour même, vous allez devant le tribunal à 13h30, le jour même, avec les menottes. Et attention, actuellement, pas d'avocat, non plus à ce stade. D'accord ? Donc là, vous avez la possibilité. Donc ça, c'est la comparution immédiate, et donc c'est le site qui va le faire. Vous pouvez également être présenté à un juge d'instruction. Si le procureur estime que le dossier nécessite une instruction, vous pouvez être présenté à un juge d'instruction. Si vous êtes présenté à un juge d'instruction, vous avez le droit à un avocat. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Si la grève des avocats s'arrête, vous aurez un avocat pour la mise en examen. Actuellement, vous n'avez pas d'avocat. Donc, ce qu'il faut faire, si vous êtes présenté à un juge d'instruction, vous avez le droit, la première chose de faire, c'est de vous taire. Et le juge d'instruction, il vous reconvoquera. Et là, bien évidemment, vous l'exercez ce droit. Attendez que l'avocat, il arrête sa grève, d'accord, pour qu'il puisse voir le dossier. Il faut qu'il voie le dossier pour pouvoir vous donner le meilleur conseil possible. D'accord ? En garde à vue, l'avocat, il n'a pas accès au dossier. Il n'a accès à rien du tout. Par contre, dès qu'on arrive devant un juge d'instruction, dès qu'on arrive devant une juridiction, l'avocat a accès au dossier. Et donc là, il va pouvoir vous conseiller vraiment utilement. Donc, s'il y a un conseil à vous donner, si jamais il y a une instruction qui est ouverte et que vous êtes présenté à un juge d'instruction, vous vous taisez. Le juge d'instruction, il va vous le rappeler, vous avez le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions ou de vous taire, vous vous taisez. Après, c'est votre choix. Moi, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Mais sans avocat, le mieux, c'est de se taire. Oui ? À l'école, je suis arrivé, je demande dans les 2 heures un avocat, vous êtes en grève, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce que ça peut prolonger, différer la grève ? Ça ne fait rien du tout. Rien du tout. La Cour de cassation, dans son grand courage, a dit que la grève des avocats est une circonstance insurmontable pour les forces de police, ou pour le tribunal. La grève des avocats est une circonstance insurmontable qui fait qu'ils peuvent passer outre, ils peuvent vous juger sans l'avocat. C'est différent de la position au tribunal administratif pour ceux qui sont dans le droit des étrangers et qui soutiennent les étrangers. Le tribunal administratif, quand l'avocat est obligatoire, renvoie. Mais pas au tribunal judiciaire, d'accord ? Pas au tribunal correctionnel, pas en garde à vue, c'est pas un motif. Donc, Lucie va vous faire la comparution immédiate. Ah oui. Alors, vous allez, quand vous êtes placé en garde à vue, en effet, on va vous prendre vos empreintes, d'accord ? On va vous photographier. Le refus, c'est un délit. Attention aussi. Si on vous soupçonne d'un délit, d'accord, donc tout ce qui est puni de plus de 3 750 € d'amende, à partir du moment où vous avez une peine d'emprisonnement qui est encourue, on peut vous prendre votre ADN. Normalement, il faut une décision du procureur de la République, mais à Saint-Étienne, la pratique du procureur de la République, jusqu'au moment où on arrivera à le faire annuler, mais ce n'est pas le cas, la pratique du procureur de la République, c'est automatique. À partir du moment où vous êtes en garde à vue pour une infraction pour laquelle vous encourez une peine d'emprisonnement, la prise d'ADN est automatique. D'accord ? Donc on va vous mettre un petit coton-tige dans la bouche et on va le garder. Il faut refuser. Vous pouvez refuser, c'est un délit. Hein. Comment ? Et il l'intègre au fichier de ADN. C'est comme le fichier des empreintes, c'est la même chose. Vous êtes fiché avec un numéro, avec une identité, et vous avez un numéro ADN qui correspond à votre identité. Le refus est un délit. Après, attention, ça se discute. D'accord ? Ça se discute. Et ça, on peut le faire annuler à la CNIL ou pas ? Oui, pareil, même principe que pour les auditions. Et vous pouvez le faire annuler auprès de la CNIL.
Alors, ça dépend de l'infraction qui vous est reprochée. Enfin, vous pouvez, à partir du moment où vous avez une décision de... Enfin, à partir du moment où vous avez une décision de relax ou de non-lieu, vous pouvez le faire à tout moment. Par contre, s'il y a une poursuite derrière, il faudra attendre... si vous êtes condamné, là, ça dépend des infractions. Ça reste un certain moment. Là, il faut aller vérifier dans le code. Ça peut être 5, 10, 15 ans, en fonction des infractions. Souvent, les violences, c'est les plus longues. Voilà, oui. Je suis un peu dans le flou, la prise d'ADN, et voilà, est-ce qu'on refuse la prise d'empreinte? Pas du tout. Pas du tout. C'est les deux. Les deux. La prise d'empreinte, de toute façon, c'est à partir du moment où vous êtes en garde à vue, vous avez une prise d'empreinte. D'accord ? Même sur les contrôles d'identité, vous pouvez avoir une prise d'empreinte. La prise ADN, il faut qu'on vous soupçonne d'avoir commis une infraction qui encourt une peine d'emprisonnement. D'accord ? C'est un peu différent. De toute façon, à partir du moment où vous êtes en garde à vue, vous encourez une peine d'emprisonnement. Sinon, vous n'êtes pas placé en garde à vue. Donc, si vous êtes placé en garde à vue, généralement, on peut prendre votre ADN. Juste une carte d'identité, ça suffit pas. Si, une carte d'identité, ça suffit. Pour le contrôle d'identité. Non, mais si vous avez une carte d'identité, ils n'ont aucune raison de vous emmener au commissariat pour vérifier votre identité. À partir du moment où vous pouvez à tout moment justifier de votre identité, que votre pièce d'identité elle est valable et qu'elle n'est pas contestable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soupçonnable, dans ce cas-là, ils n'ont aucune raison de vous amener au commissariat. Les seules raisons qu'ils auraient à vous amener au commissariat, c'est vérifier votre identité ou avoir un soupçon sur la carte d'identité ou sur la pièce d'identité que vous présentez, ou que vous présentez une pièce d'identité qui ne correspondrait pas à l'identité qu'ils estiment que vous avez. Si vous présentez ma pièce d'identité, madame, si vous présentez ma pièce d'identité, ils vont dire, madame, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit bien vous. Voilà. Et là, en effet, ils peuvent vous amener au commissariat pour vérifier les éléments. On est tout bon ? Sur les empreintes ADN, je vais juste rajouter que cette infraction, elle est rarement poursuivie à titre autonome. Elle est en général... À Saint-Étienne. Alors à Saint-Étienne, je ne connais pas effectivement la pratique, mais dans d'autres juridictions, elle est rarement poursuivie à titre autonome. Donc si vous êtes arrêté ailleurs qu'à Saint-Étienne, la question se pose du refus des empreintes. Et il y a un certain nombre de relax qui ont été obtenus devant des juridictions correctionnelles, qui ont relaxé des personnes qui avaient refusé de donner leurs empreintes. Donc c'est des réflexions qui appartiennent à chacun et qui méritent effectivement d'être prises en fonction de l'ensemble des éléments qui vous sont donnés aujourd'hui. Par exemple, à Saint-Étienne, alors c'est vrai que parfois ils poursuivent à Saint-Étienne. Ça dépendra du parquet que vous avez en permanence. Si vous avez un parquetier qui veut faire un exemple, il est possible en effet qu'il vous poursuive sur cette infraction autonome de refus. Ça m'est arrivé une fois, sur un vol de 70 €. Hein. Ils avaient fait une prise d'empreinte ADN, on l'avait contesté, le tribunal nous avait donné raison. Que le parquet avait donné une autorisation générale et qu'elle ne s'appliquait, qu'il aurait dû demander, l'OPJ aurait dû demander au procureur de la République, compte tenu de la gravité du dossier, qui était énorme hein, quand même, voilà. Donc, évidemment, l'ADN, vous pouvez le contester. Après, vous prenez votre risque. En tout cas, sachez-le. Et donc, vous pouvez être présenté en comparution immédiate. Le code PIN. Ah oui, le code PIN. Oula, oui, le code PIN. Voilà. Vous pouvez avoir le téléphone portable qui va vous être pris et ils peuvent consulter les données. Ils vont vous donner le choix. Est-ce que vous voulez donner votre code PIN? Si vous refusez de donner votre code PIN, ça peut être une infraction de 3 ans. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel malgré les hurlements des avocats. Alors, elle n'est pas poursuivie à Saint-Étienne pour l'instant. D'accord ? En tout cas, pour des petits délits, enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. L'autre jour, j'ai un mineur qui a refusé de donner son code PIN. Le policier l'a cherché. Bon, il l'a trouvé tout seul. Hein. Le policier, la date, ils font toujours hein, date de naissance, année de naissance, etc., etc., etc. Et ils ont tout à fait le droit de chercher dans votre téléphone à partir du moment où le téléphone portable est soumis, si vous voulez, aux mêmes règles que la perquisition. La perquisition de votre domicile comme de votre véhicule, elle peut être faite à partir du moment où vous êtes dans un crime flagrant ou un délit flagrant.
d'accord, ils peuvent perquisitionner sans votre accord, donc ils peuvent éventuellement fouiller votre téléphone sans votre accord, sans difficulté. À partir du moment où ils sont dans le cadre d'un flagrant délit, ils peuvent tout à fait fouiller votre téléphone. Si vous ne donnez pas votre code PIN, c'est une nouvelle loi, j'ai pas l'habitude, qui prévoit justement une condamnation, alors je ne sais plus à combien, 3 ans d'emprisonnement, 5 ans si le refus est empêché pour éviter une infraction. C'est-à-dire que si on peut éviter une infraction en donnant votre code PIN, vous prendrez 5 ans en plus. Ce n'est pas poursuivi à Saint-Étienne. Pour l'instant, ce n'est pas poursuivi. Après, vous prenez votre risque, vous le savez. Mais je n'ai pas vu pour l'instant un seul policier faire une poursuite pour la non-divulgation du code PIN. D'accord ? Surtout dans ces affaires. D'accord ? On serait sur une affaire terroriste ou sur une affaire de meurtre, ça se discuterait, mais là... Oui. Petit détail pratique, comment je fais pour contacter les personnes si je suis dans les aussi mon téléphone? Ah ben c'est pas vous qui les contactez, c'est les policiers qui les contactent. Vous pourrez être mis en relation avec la nouvelle loi de 2019. Ah non, généralement ça ils le font pas par contre. Et vous faites appel à votre cerveau. Ouais. Et vous essayez de retenir un numéro de téléphone. Oui, c'est vrai que c'est un conseil que j'aurais pu donner dès le départ. Essayez de retenir au moins 1 ou 2 numéros de téléphone à donner. Votre employeur, parce que vous avez le droit de faire prévenir votre employeur, parce que pour le travail, c'est quand même assez important. Parce que, de toute façon, pensez bien une chose. Si vous êtes placé en garde à vue en fin d'après-midi, vous ne serez pas auditionné. Si vous êtes placé en garde à vue jusqu'à 4 heures de l'après-midi, vous pouvez être encore auditionné par l'équipe de jour. Après, vous serez auditionné par l'équipe de nuit, qui n'arrive pas avant 19 heures. Et l'équipe de nuit, derrière, ils ne feront pas de rapport au procureur de la République avant l'équipe du matin. Donc pas avant 9 heures du matin. Donc quoi qu'il arrive, vous ne sortirez pas la nuit. Sauf exception, vous ne sortirez pas la nuit. Parce qu'on ne dérange pas un procureur la nuit. D'accord ? Alors, vous pouvez toujours essayer d'appeler mais parfois, le lendemain, vous travaillez. Alors parfois, si vous tombez sur un OPJ gentil, il va vous dire je vais essayer de contacter le parquet avant que vous alliez au travail pour que vous puissiez aller au travail. Mais parfois, c'est non. Et c'est pas avant 9 heures. Donc si vous travaillez le matin à 5 heures ou à 6 heures, faire prévenir votre employeur, c'est pas trop mal. D'accord ? Et si vous partez en manifestation et que vous connaissez le nom d'un avocat et que vous voulez un avocat choisi, pas un avocat de permanence, c'est pareil, vous le notez quelque part sur votre poignet, vous l'apprenez par cœur pour pouvoir donner son nom et son numéro de téléphone à l'officier de police judiciaire pour qu'il soit contacté. Et l'intérêt de contacter le proche aussi, elle est importante, surtout si vous êtes déféré en comparution immédiate. Puisque quand vous arrivez devant le tribunal correctionnel en cas de comparution immédiate, vous avez le choix de demander à être... le juge va vous demander si vous voulez être jugé tout de suite ou si vous voulez demander un délai pour votre défense. Si vous demandez un délai pour votre défense, l'avocat qui va vous assister quand les avocats ont repris le travail, il va plaider sur votre placement en détention provisoire le temps que votre dossier soit renvoyé pour préparer votre défense. Et le risque de demander un délai pour préparer sa défense, c'est d'être placé en détention provisoire si on n'a pas de garantie de représentation suffisante. Et les garanties de représentation suffisantes, le juge va vérifier s'il y a un risque que vous soustrayez à la justice ou non. Et il va donc vérifier si vous avez un domicile, si vous avez un travail, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, etc., etc. Et donc il est primordial que lors de l'audience de comparution immédiate, si vous demandez un délai de défense, que vous puissiez apporter des éléments de garantie de représentation au juge, c'est-à-dire un justificatif de domicile, un bail, une quittance, une facture EDF, vos contrats de travail récents, antérieurs, des bulletins de salaire. Il faut aussi, par exemple, votre livret de famille si vous avez des enfants à charge, etc., etc. Et pour pouvoir préparer ces éléments qui doivent être produits au juge dans un délai qui peut être un délai de 24 heures, si vous êtes déféré, par exemple, le mardi pour le mercredi matin ou le jeudi pour le vendredi matin, il faut que le proche que vous ayez prévenu ou avec qui vous avez pu vous entretenir ou qui a été prévenu par l'officier de police judiciaire, il ait pu préparer ces éléments pour les transmettre soit à l'avocat qui va vous défendre en comparution immédiate, soit
à l'avocat qui sera commis d'office le jour de la comparution immédiate. Donc il est impératif, quand vous êtes en garde à vue, de prévenir quelqu'un qui pourra donner ces informations au juge pour que, en cas de demande de délai de défense, que vous ne soyez pas jugé le jour J, que vous ne partiez pas en détention provisoire le temps de ce report. Et ça, c'est vraiment impératif. Et c'est une question qui doit être, à mon sens, organisée. Alors c'est vrai qu'à Saint-Étienne, c'est pas forcément comme dans d'autres villes de France où on a des arrestations systématiques en manifestation, où il y a on va dire des collectifs qui se sont organisés pour qu'il y ait des liens qui soient faits entre les avocats de permanence ou les avocats choisis et la personne qui va pouvoir apporter ces dossiers de garantie de représentation. Puisque sans dossier de garantie de représentation, les droits de la défense ne peuvent pas être exercés de manière correcte en comparution immédiate. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou d'autres questions par rapport à autre chose? Par rapport à l'outrage, on en face ou on n'en passe pas, il est facile pour les forces de l'ordre de dire mais l'outrage. Comment on peut contester ça? Alors, l'outrage, c'est toujours le même problème. Vous pourrez tomber un jour sur un policier malhonnête. Ça arrive, hein, d'accord? Ils ne le sont pas tous. L'outrage, vous le contesterez après, et c'est là où vous faudra l'avocat très clairement. N'oubliez pas une chose, le procès-verbal d'un policier ne vaut que pour titre d'information uniquement. C'est-à-dire que votre parole n'a pas moins de valeur, n'a pas plus de valeur qu'un policier. C'est tout. D'accord ? Après, forcément, le juge, s'il n'y a qu'un seul procès-verbal de police qui dit il m'a traité de connard, par exemple, vous dites non, je n'ai pas traité de connard, dans ce cas-là, le juge devra relaxer. D'accord ? Alors souvent, les policiers, ils sont plusieurs. C'est vrai qu'ils entendent plusieurs policiers, mais dans ce cas-là, vous pouvez faire entendre des témoins. Après, c'est une stratégie de défense à mettre en place, mais attention, on arrive très souvent à avoir des bons résultats quand même sur les outrages. Je vous garantis, on ne peut rien garantir, mais parfois on arrive à en faire supprimer, annuler des outrages. La parole d'un policier ne vaut pas plus que celui de quelqu'un d'autre, en tout cas dans les outrages. D'accord ? Quand il constate, par exemple, je constate qu'il y a un jet de pierre qui part de là ça vaut jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, quand il a simplement cet outrage, ça vaut pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ça vaut pour un titre d'information, surtout quand c'est lui qui est la victime. Et ça commence à quelle parole, à l'outrage ? Tout ce qui va atteindre la dignité de la profession. Déchirer un PV, il vous dresse un PV, un procès-verbal, vous le déchirez, c'est un outrage. Vous le balancez au pied, c'est un outrage. Ça a été jugé, hein, c'est des exemples. Hein, d'accord ? S'il dit qu'il fait une profession de merde, c'est un outrage. Peu importe. Ah ben non, si vous dites, monsieur, vous êtes un connard, le problème c'est que lui, il est en fonction. Donc vous êtes dedans. Oui. Il y a pas. Alors vous avez une fouille à corps quand vous êtes placé en garde à vue, mais dans ce cas-là, pareil, ce sera le même sexe. Hein. Ah non, en audition, il n'y a pas de problème. Ah, vous n'êtes pas touché en audition. Hein. Ah non. La palpation, si vous voulez, on vous touche quand même des parties intimes. Hein, donc c'est pour ça que on va éviter des... Oui. Pour un mineur, comment ça se passe? Ah oui, mineur. Ah ouais, c'est vrai que mineur. Mineur. Ouais, mineur. Alors, le mineur. Et oui. Alors, le mineur, pareil, doit toujours être en mesure de justifier de son identité. D'accord ?
Le mineur, il peut être placé en garde à vue. Pas de difficulté. Lui, pareil, lui, il aura de toute façon, il n'aura pas le choix, il aura forcément un avocat. C'est-à-dire que le mineur ne peut pas être entendu en garde à vue sans la présence d'un avocat. Bon, là, ils sont en grève, donc là, le même problème, hein, pas d'avocat. Pareil, audition libre. L'audition libre, le mineur, l'avocat est obligatoire, donc il aura son avocat, vous inquiétez pas pour le mineur. Les parents seront prévenus. Depuis le 1er juin 2019, les parents, en tout cas le tuteur légal, d'accord, doit être appelé par les forces de police et le tuteur doit assister, dans la mesure du possible, doit assister aux auditions. Il ne doit pas pouvoir converser avec son enfant, d'accord, mais ou avec son protégé, d'accord, mais en tout cas, il doit assister son protégé, d'accord. Donc, le tuteur est systématiquement prévenu et le tuteur assiste aux auditions et il sera remis au tuteur à la fin de la garde à vue. Oui. Un interprète. Oui, il doit comprendre, tout comme le mineur. Il ne faut pas hésiter, hein, si la personne ne comprend pas bien, si vous connaissez quelqu'un qui ne comprend pas bien, très bien le français, il n'hésite pas. Il dit « je ne comprends pas bien le français, je veux un interprète ». Alors les policiers disent « non, parfois ils disent « non, mais il comprend très bien le français ». Oui, mais sur une audition de garde à vue, parfois les termes sont un peu compliqués, je ne veux pas raconter n'importe quoi. Il demande à un interprète. Si après le policier ne le fait pas, c'est une possibilité de nullité pour l'avocat, hein, d'accord ? Après, voilà, sur place, en garde à vue, on ne peut pas forcer les policiers, hein, d'accord ? L'avocat, il n'a pas la baguette magique, il ne peut pas dire bah, « j'arrive, je vais appeler le procureur, je vais faire ci, je vais vous faire sortir ». Non, non, on ne maîtrise pas la garde à vue. Personne ne maîtrise la garde à vue. Il n'y a que l'OPJ et le procureur de la République qui maîtrisent la garde à vue, et éventuellement le médecin. D'accord ? Pour dire que votre état, il n'est pas compatible avec la garde à vue, ou il est compatible dans certaines conditions. Oui ? Oui. Alors, normalement, on doit tout vous rendre. Sinon, après, c'est une procédure administrative, et je ne connais pas la procédure administrative. Lucie ? Je ne la connais pas non plus. En fait, vous faites une demande, alors, de mémoire, hein, vous faites une demande au commissariat de police, parce qu'ils sont tenus de conserver vos affaires. Si vous aviez un t-shirt et que vous ne l'avez pas au retour, soit il a été placé sous scellé, mais dans ce cas-là, on doit vous avoir fait signer le scellé. D'accord ? Ouais, c'est-à-dire que là, l'OPJ vous aura fait signer le scellé, il l'aura placé dans un sac plastique, il aura fait un PV de prise de scellé et il vous aura fait signer le plastique avec le scellé. S'il n'est pas placé sous scellé, ça veut dire qu'ils ne vous l'ont pas rendu. Et dans ce cas-là, avec votre fiche d'entrée, votre fiche de sortie, parce qu'on va vous la remettre, dans ce cas-là, vous ne signez pas, vous dites il manque un t-shirt. Et dans ce cas-là, vous faites une demande à l'administration de la police. Et l'administration de la police, si elle ne vous répond pas, vous faites un recours au tribunal administratif. Mais là, vous allez voir un avocat qui fait du droit administratif. Et moi, je ne sais pas non plus. Voilà, aucun des deux ne sait faire. Oui. Lequel ? De garantie de représentation ? Ça ne vous prémunira pas de la garde à vue, en tout cas. Non, quand vous serez présenté devant un juge, oui, là, ça vous sera utile, mais sinon, non. C'est compliqué de les avoir sur soi, hein, parce que, attention, quand vous êtes présenté à un juge, vous êtes présenté sans votre fouille. Donc, c'est compliqué. Il faut dire au juge, écoutez, j'ai tous les documents dans ma poche, j'ai tous les documents dans ma fouille, etc. C'est pour ça que c'est mieux que ce soit en effet quelqu'un de la famille qui les amène au tribunal. Comme ça, vous êtes sûr, parce que l'audience est publique, hein, devant le juge de liberté. Hein, d'accord ? Donc, on peut accéder à cette audience. Donc, pas de difficulté. C'est pour ça que c'est important de noter les jours et les heures des audiences de comparution immédiate, puisque si vous avez un doute d'un proche qui a été placé en garde à vue et vous avez un doute sur le fait qu'il va passer en comparution immédiate, ça vaut le coup de préparer un dossier de garantie de représentation, de se rendre à l'audience de comparution immédiate pour voir si effectivement le proche qu'on connaît, il est à cette audience, et de donner à ce moment-là le dossier de garantie de représentation à son avocat. Donc de connaître les jours et les heures, c'est hyper important pour aller vérifier ça. Donc mercredi 13h30, voilà. vendredi 13h30. Et vendredi 13h30, c'est hyper important.
Oui. Alors, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu tout un système qui a été mis en place de garantie de représentation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitaient à Nantes qui se sont engagés à avoir des dossiers de garantie de représentation de certaines personnes. Quand les zadistes étaient placés en garde à vue, elles appelaient ses proches, qui de fait savaient qu'elles étaient en garde à vue et qu'il fallait préparer le dossier de garantie de représentation, et elles savaient donc les jours et les heures des comparutions immédiates. Elles avaient les informations des avocats qui allaient intervenir pour leur donner toutes les informations nécessaires pour éviter les mandats de dépôt pour les délais de défense en comparution immédiate. Donc après, en fonction de chaque situation, de chaque juridiction, de chaque ville, il y a des systèmes d'organisation de défense qui peuvent être mis en place avec des collectifs. Et peut-être que c'est le moment de donner la parole au CACI, puis après on va arrêter puisqu'on a un délai défini, puisqu'on doit rejoindre le rassemblement tout à l'heure. Aujourd'hui, on était vraiment sur un kit des droits, donc on n'est pas rentré dans le détail. Peut-être que ce sera à refaire de manière plus longue, plus approfondie, puisque moi je voulais aussi parler des dépôts de plainte en cas de violence policière. On n'a absolument pas le temps de le faire aujourd'hui. En tout cas, c'était une première tentative de quelque chose qu'on a réussi avec vous aujourd'hui et qui sera à refaire ultérieurement. Bonjour, rapidement, puisqu'on a 5 minutes, donc du coup, on a fait passer des petits papiers à format poche. Donc je fais partie du CACI, donc pour collectivité de solidarité et de soutien aux occupés stéphanois. Bref, c'est quelque chose qu'on a lancé en décembre 2018. Collectif Ça fait un an qu'on soutien à la répression policière. s'organise. Au début, on appelle ça le comité solidaire, peut-être que certains ont entendu parler. Donc on s'est réunis, on a commencé à s'organiser avec la justice en réponse à la répression des mouvements lycéens de décembre 2018 et en réponse aux manifestations des Gilets jaunes qui avaient été importante et assez inédite sur Saint-Étienne en décembre dernier. Notre activité elle a un petit peu évolué au fil des mois et au fil de notre structuration, pour utiliser un grand mot. Donc au début, on a nous aussi comme ça fait du conseil, distribué des tracts de conseils en manifestation et également des tracts, en tout cas des petits prospectus pour rappeler les droits engagés. On a lancé une téléphonique qui est indiquée sur qui est toujours ouverte et qui est particulièrement ouverte des manifestations, dans le souci de recenser le nombre d'interpellés, de recenser aussi les actes et pratiques policières pour être plus réactifs et pas attendre que ce soit le progrès qui nous informe du nombre d'interpellés, parce que ça a été souvent le cas, en fait c'était la presse qui nous informait. Donc on essaie de tenir un peu à jour le compte. On a fait pas mal de présences en comparution immédiate, donc toujours en décembre 2018 au moment des manifs vraiment fortes Gilets jaunes, et on produisait des comptes rendus d'audience. Ils l'ont automatiquement. Donc le site d'information sur Saint-Étienne, avec l'idée de faire sortir un peu du palais ce qui se passait au palais et pour aussi comprendre ce qu'était une audience, parce qu'en fait c'est quand même un moment qui est assez particulier, il faut vraiment le voir pour le croire et le vivre certainement pour le comprendre. Mais on avait vraiment cette idée-là en fait aussi d'informer et d'essayer de se préparer en fait, parce qu'on porte quelque chose où on pense que n'importe qui presque peut être face à la justice, en tout cas qu'il n'y a pas des bons, des mauvais délinquants, il n'y a pas des bons, des mauvais interpellés, et que ça peut aller très vite de se retrouver à la barre, et que c'est du coup important d'anticiper, de se prémunir un peu et de connaître un minimum ses droits. Au fil des mois toujours, on a exercé un soutien moral et financier à des personnes qui étaient poursuivies, donc qui sortaient de garde à vue, qui avaient des convocations devant le tribunal dans les mois qui suivaient, donc c'était surtout au printemps et en été, là pour les Gilets jaunes. On a également rencontré plusieurs personnes, plusieurs proches de personnes qui étaient incarcérées, notamment suite à des comparutions immédiates, toujours dans le cadre des mouvements Gilets jaunes, qui sont partis directement en détention avec mandat de dépôt. Donc là, on a pu contacter des proches et en fait les soutenir, moralement d'abord et aussi financièrement pour certaines personnes, parce que c'était dans la panade. Du coup, là, on devient de plus en plus sérieux et structuré, donc on est monté en association, on est en cours de création d'un compte bancaire, puisque jusqu'à présent, on récoltait des dons dans des soirées de soutien qu'on organisait entre nous, que des amis organisaient pour nous. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu plus une régularité des dons et de notre santé financière pour le dire vite. On travaille avec un cabinet d'avocats pénalistes sur Saint-Étienne, donc ça veut dire qu'on a un petit rôle d'entonnoir
avec elle, s'il y a des personnes qui ont des poursuites, qui nous contactent, et ben on joue le premier contact avec elle. Peut-être qu'on travaillera un peu plus après avec les deux avocats qui sont ici. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, ce qui me tient à cœur au CACIS, c'est vraiment une sorte de mutualisation des moyens, une sorte de mutualisation, puisqu'on a envie de porter cette caisse anti-répression et ce comité aussi de soutien comme un outil de lutte pour les mouvements sociaux, mais aussi pas que, aussi pour la justice ordinaire, une sorte de répression ordinaire. Enfin, voilà, on pense que ça peut vraiment casser des luttes, casser des mouvements et aussi casser des vies. Et du coup, à notre petite échelle, on a envie de s'inscrire un peu contre ça. Voilà, pour dire très